Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et l'invité politique de la matinale ce matin est le coordinateur des jeunes en marche de Bretagne. Ewen Hubert, bonjour. Bonjour. Merci, je vous remercie particulièrement d'avoir accepté l'invitation de Bretagne 5 ce matin, d'autant plus dans un contexte politique particulièrement complexe pour le parti Renaissance. Le parti Renaissance traverse un automne difficile, tensions internes, perte de confiance des Français, recentralisation du pouvoir sur la fédération d'Ille-et-Vilaine. À Paris, le gouvernement doit faire face donc aux tensions du budget 2026, aux critiques donc sur la justice fiscale, aux divisions internes, à la menace donc permanente d'une motion de censure par les partis de gauche notamment. Dans le même temps, la confiance des Français envers les îles n'a jamais été aussi faible. Seuls 20% déclarent faire confiance aux députés. 9 sur 10 estiment que les responsables politiques agissent avant tout pour leurs intérêts personnels. Mais d'abord, une question directe. Dans un contexte aussi compliqué que celui dans lequel on est actuellement, est-ce que le parti Renaissance peut espérer garder la confiance des Français et plus particulièrement des jeunes quand 70% jugent que ce parti est incapable de gouverner le pays, 40% d'entre eux jugent Renaissance dangereux pour la démocratie et 80% d'entre eux loin de leurs préoccupations. C'est l'enquête Ipsos pour Le Monde et de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette matinale. Alors, pour revenir sur cette enquête Ipsos, il faut rappeler que nous sommes désormais au pouvoir depuis 8 ans. Aucun parti politique et aucun président de la République n'a réussi à maintenir une cote de popularité élevée dans des périodes de gouvernance. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un double quinquennat, puisque le président de la République en est à son second. Donc effectivement, la cote de popularité s'est dégradée. Mais c'est aussi notre enjeu d'aller chercher les Français et d'aller leur parler des thématiques qui les intéressent. Il faut qu'on garde en tête une chose qui est extrêmement importante. C'est que la politique, ce n'est pas agir pour ses intérêts personnels. Vous l'avez très bien dit. Et la politique, c'est agir pour les Français. Agir pour les Bretons. Et nous, tout particulièrement qui sommes en Bretagne, nous avons des sujets qui sont extrêmement importants. Le logement, la santé, l'agriculture, l'économie, l'emploi et la culture. Évidemment. Et tous ces sujets sont extrêmement forts, extrêmement importants. Et il nous appartient à nous, politiques, vous avez cité Renaissance, mais la dégradation de la popularité des partis de manière générale est quelque chose qui revient de plus en plus et qui est de plus en plus accentué. Alors, il ne s'agit pas seulement à Renaissance de prendre un second élan, au final, mais bien à tous les partis politiques, à tous les responsables politiques. Et là, vous avez cité la gauche, mais je pense beaucoup à la gauche. Car la gauche, on y reviendra, mais a un budget également à amender, et a un budget également qu'il doit soutenir, in fine, puisque la France a besoin d'un budget, les Français ont besoin d'un budget. Ce budget qui va être voté notamment à 15h, mais je retiens une information que vous venez de nous donner. Vous dites qu'il ne faut pas agir pour ses intérêts personnels, agir pour les sujets de prédilection, de préoccupation des Français. Mais est-ce que, par exemple, geler les pensions, les prestations sociales comme le RSA, les APL, voter contre la hausse du SMIC, est-ce que c'est ça, se préoccuper concrètement de l'intérêt des Français? Vous avez parlé de la hausse du SMIC. Est-ce que... Renaissance a voté contre. Tout à fait. Mais est-ce que aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent peuvent nous dire « Moi, mon ambition, c'est d'être au SMIC. » Ou « Moi, mon ambition, c'est de garder le salaire que j'ai actuellement alors que le SMIC va augmenter. » Ce n'est l'ambition de personne. L'idéal aujourd'hui que nous devons avoir, ce n'est pas d'augmenter le SMIC, qui est le minimum. L'idéal, c'est de mettre en place les mesures pour que nous puissions gagner plus, pour que les alternants vivent mieux, pour que les salariés vivent mieux, et pour ça, il faut que les salaires augmentent, pas le SMIC. Parce que le SMIC, ce serait simplement reporter l'inflation sur les salaires, et donc on en... À laquelle vous avez voté également contre. Sur notamment la hausse du SMIC basée sur l'indexation et sur l'inflation. Oui, tout à fait. Renaissance a aussi voté contre. Tout à fait, parce que ce qu'expliquent les économistes, c'est que lorsqu'on augmente le SMIC, eh bien on augmente de facto les coûts. Si on augmente les charges, eh bien on augmente les prix. Et donc on entraîne une boucle inflationniste, finalement, in fine. Donc là où il faut agir, c'est sur les salaires. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien il faut défiscaliser certains salaires, il faut remettre sur la table certains
domaines, notamment où est-ce qu'on fixe la limite des cotisations, comment est-ce qu'on fait pour rendre le tout attrayant, comment est-ce qu'on fait pour dire aux chefs d'entreprise, bah regardez, là vous pouvez par exemple donner une prime, là vous pouvez augmenter les salaires, et ça coûtera moins. Mais n'oublions pas que pour augmenter un salaire aujourd'hui, les charges patronales, c'est 40%. Donc, lorsque vous augmentez de 100 €, par exemple, votre salarié, vous payez 40 € de plus. J'entends ce que vous dites ce matin, Ewan Hubert, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce matin, votre discours, il n'est pas audible par une partie des Français? Quand vous dites, oui, on aimerait justement augmenter les salaires, faire des efforts. Je rappelle quand même que le Parti Renaissance est en place depuis 2017. Ça fait quand même 8 ans que vous êtes au pouvoir. Et c'est seulement maintenant que vous vous dites que c'est maintenant qu'il faut hausser les salaires des gens. Quand même, ça fait 8 ans, vous auriez pu le faire avant, non? Mais rappelons les bénéfices de notre stratégie. La stratégie et la politique de l'offre que nous avons menée nous a permis de passer de 9,5 points de chômage à 7. Nous avons le taux de chômage le plus bas. Nous réindustrialisons. Nous créons des emplois à forte valeur ajoutée. C'est ça, l'idéal. Et c'est ça, l'objectif. Et derrière, ce sont des personnes qui vivent mieux. Ce sont des personnes qui arrivent enfin à vivre de leur salaire, à vivre de leur métier, à vivre de leur passion. Et vous estimez qu'en ce moment même, on arrive à vivre de son métier? Eh bien, j'en doute. Il y a des personnes qui y arrivent. Et bon nombre. Et encore heureux. Mais évidemment qu'il faut aller plus loin sur le social. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne vivent pas bien. Il faut les entendre. Il faut les écouter. Et il faut les accompagner. Et c'est aussi le rôle des élus. On parlera sans doute des municipales, mais est-ce que toute la faute incombe toujours au président de la République? Je ne crois pas. Est-ce que toute la faute repose toujours sur les partis politiques? Non. Aujourd'hui, nous avons des responsables politiques locaux. Par exemple, nous avons les élus départementaux, les élus régionaux qui ont des responsabilités propres. On parlait de cette capacité à vivre. Il y a la question du logement. Le coût du logement a explosé. Des lois ont été mises en place, notamment par Annick Lemer, notre députée du Finistère. Mais tout ça pour rappeler que il y a des responsabilités qui sont partagées. Est-ce que tout un chacun connaît le fonctionnement de sa commune, de l'interco? Quelle est la responsabilité du pays, de l'intercommunalité, on va en parler. De communes, du syndicat? Oui. On va en parler. Tout ça sont des sujets. Il ne faut pas revenir simplement sur le sujet. Ah, les Français sont mécontents parce que le parti n'a pas fait son boulot. Ce serait faux et ce serait mal répartir les responsabilités. On va en parler justement tout à l'heure dans l'interview politique. Mais ma question, elle n'est pas anodine parce que cette friction, elle n'émane pas uniquement chez les citoyens. Et Ewan Hubert, elle émane aussi jusque dans votre parti et dans les rangs de la Macronie, puisque Gabriel Attal, secrétaire général du Parti Renaissance, dit ne plus comprendre le président de la République et ses décisions. Même chose pour Édouard Philippe, ancien de ses fidèles, qui a été Premier ministre pendant la crise Covid notamment, qui a réclamé une élection présidentielle anticipée, appelant même à la démission du président de la République une fois que le budget serait voté. Est-ce que la Macronie, aujourd'hui, c'est terminé? Est-ce que Renaissance ne vivrait pas ces derniers jours? Alors, est-ce que la Macronie est terminée? Je suis la preuve et nous sommes la preuve que non. Il vous reste encore un an et demi. On demeure macroniste. Et notre parti n'est pas un parti comme, par exemple, si on prend un exemple, les sarkozystes. Eh bien, ils n'ont pas fondé leur propre parti. Emmanuel Macron a fondé le sien. Et donc, ce courant de pensée reste. Il reste et sera repris, évidemment, par les personnes qui suivront derrière. Et qui, justement, quelle figure émergente? Une fois qu'Emmanuel Macron aura fini son mandat, quelle personnalité voyez-vous lui succéder? On verra ce que l'avenir réserve et on verra quelle personnalité arrive. Est-ce que ce sera Gabriel Attal qui reprendra le lead? Ça me semble un peu compliqué vu les propos qu'il tient sur le président, qu'il ne comprend plus. Nous verrons bien. Et vous parliez des propos de Gabriel Attal sur le président de la République. Dire qu'il ne comprend plus les décisions du président de la République en parlant, en faisant référence directement à la dissolution, ça ne veut pas dire qu'il ne soutient plus le président de la République. Quand il propose une nouvelle méthode, ça ne veut pas dire qu'il ne soutient plus le président de la République. Ça veut dire qu'il a un regard critique. Nous ne sommes pas, comme dans certains partis, dans un environnement où on ne peut pas émettre de critiques constructives. On ne peut pas avancer. On ne peut pas faire des propositions. Gabriel Attal, ce qu'il fait, ce sont des propositions, tout en soutenant le président de la République. Et vous parliez d'Édouard Philippe, là où c'est intéressant, c'est que il a dit qu'il ne devait rien au président de la République. Mais il a été connu grâce au président de la République, en devenant Premier ministre. C'est Emmanuel Macron qui l'a choisi, alors même qu'il ne faisait pas partie de son parti, et de son mouvement politique d'alors. Donc, je pense qu'il faut
arrêtez ce discours qui se résume simplement à attaquer un tel ou un tel parce que selon les sondages, eh bien le président de la République serait bas et donc qu'il serait plus populaire de se détacher. Mais avec ces critiques justement internes d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal, est-ce qu'on peut encore en parler aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore parler d'un parti uni autour du président? Évidemment. Évidemment. Mais Édouard Philippe ne fait pas partie du parti Renaissance. Et Renaissance est derrière le président de la République, évidemment. Cela ne veut pas dire que le parti n'aimait pas de propositions, que le parti n'aimait pas de critiques. Et pour parler justement des Jeunes en Marche, car mine de rien, ce sont celles et ceux que je représente. Et on va en parler évidemment. Eh bien, nous émettons certes des propositions. Et lorsque nous faisons des propositions contraires à celles de Renaissance, est-ce que cela veut dire que nous ne soutenons plus le parti? Non. Ça veut dire que nous avons un regard critique. Ça veut dire que nous avons nos propres propositions. Ça veut dire que nous avons notre propre regard. Et c'est ça qui est intéressant. Renaissance, En Marche, les jeunes En Marche, les jeunes avec Macron, nous sommes des personnes qui viennent de tous les bords politiques. Des personnes de gauche, des personnes de droite, des personnes du centre, des sociodémocrates, des régionalistes, des démocrates chrétiens. Et c'est cette richesse qui crée notre force. Et c'est ce débat qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Le débat, justement, vous en parlez, le débat à propos du budget 2026, du budget donc du gouvernement Lecornu 2, va être discuté à l'Assemblée nationale à partir de 15h cet après-midi. La Commission des finances, déjà, a rejeté largement la partie recette du projet de loi de finances, avec 37 voix contre, 11 pour, le reste s'abstenant. Ce rejet survient alors que, comme je le disais, vous vous préparez, enfin, du moins votre parti et les autres, à examiner et débattre du budget cet après-midi dans un contexte sans majorité, avec la mobilisation maximale exigée des députés et une opposition féroce de la gauche et du RN. C'est ce qu'ils ont déclaré. Avec 37 voix contre, LFI et d'autres groupes s'affirment déterminés à contester votre budget. Le PS, avec qui vous étiez du moins alliés sur la suspension des retraites, met en garde, je cite les propos notamment de Boris Vallaud, qui siège au Parti Socialiste, qui demande de voter les mesures budgétaires pour davantage de justice fiscale, que le bloc central de la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines et d'un impôt sur la fortune sur les milliardaires, que le PS proposera lors du débat, n'est pas négociable, ce sans quoi il y aurait censure. Alors, quelle stratégie le parti entend-il déployer pour convaincre justement les parlementaires? Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez parlé de débat et en même temps qu'il n'était pas question de débattre ou de négocier. On parlera de la taxe Zuckman après, mais je tiens à rappeler que le Premier ministre a abandonné le 49.3. Ce qui veut dire que le gouvernement ne contraindra pas le Parlement. Le Parlement est donc libre d'amender, de proposer, de discuter, d'échanger, de parfois supprimer certaines mesures. Donc là, toute la responsabilité est entre les mains du Parlement. Et si le PS souhaite attaquer le gouvernement, grand bien lui fasse, mais en attendant, c'est lui qui a la responsabilité dans l'hémicycle. Et je dis le Parti Socialiste, mais les écologistes, LR, etc. Ils ont tous cette responsabilité de porter les propositions pour leurs concitoyens et faire en sorte que leur circonscription se porte mieux. Et pour la taxe Zuckman, juste d'un point de vue économique, il faut rappeler qu'une taxe sur le patrimoine professionnel serait donc un problème, puisqu'il s'agirait en somme de taxer des actions, de taxer du patrimoine immatériel ou matériel, et donc en somme taxer des choses qui ne sont pas monétaires. Ce n'est pas du liquide, ce n'est pas du cash, ce n'est pas de l'argent. Et donc si jamais on met en place cette taxe, eh bien on fait que nos startups, par exemple Mistral et IA, seraient contraints de payer des impôts qu'ils ne pourraient pas payer parce qu'ils n'ont pas le cash pour le faire. Oui, mais ce serait notamment une taxe qui permettrait notamment je vais citer les propos de la gauche, de taxer le portefeuille des riches et moins celui des pauvres. Donc c'est... Les pauvres ne sont pas taxés. Quand je vous cite notamment quand le gel des tels que les APL, on se souvient aussi il y a quelques années vous aviez voté pour baisser de 5 € les APL, contre la hausse du SMIC, sur l'inflation, sur l'indexation. C'est pas taxer les plus modestes, ça, pour vous? Mais non, il ne s'agit pas de taxes. Pour le SMIC, j'ai déjà répondu. Oui. Pour les APL, oui. C'est différent. Notamment lors du précédent budget, il s'agissait de faire passer un budget qui était minimal, parce qu'il fallait faire des économies tout en réussissant à faire passer un budget. Ce qui n'était pas chose aisée.
Et il faut bien rappeler que là, vous parlez d'aide. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le SMIC soit fatalement une aide, puisque au vu des cotisations patronales qu'on a dessus, eh bien, ça pose des problèmes et des cotisations salariales, ce qui fait que la différence entre le brut et le net est énorme. Donc, là aussi, on a un enjeu. Et vous disiez justement qu'on taxe les gens en ne les aidant pas plus. Et ce n'est pas une taxe. Lorsque, là, on parle de taxer du patrimoine. Donc, rappelons bien une chose, le patrimoine, ce n'est pas du cash, ce n'est pas de l'argent liquide. Lorsque vous payez, vous, votre impôt, eh bien, vous le payez avec ce que vous avez de disponible dans votre compte en banque. Le jour où vous n'avez plus assez d'argent pour payer des impôts par rapport à ce que vous recevez annuellement, ça pose un problème parce que vous devez vendre vos biens. Et donc là, on est en train de dire, mais écoutez, il n'y aura pas de problème, puisque si jamais les riches, avec de gros guillemets, commencent à vendre leur patrimoine, eh bien, tout va bien se passer, le patrimoine ira dans d'autres pays. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre pays à nous? Est-ce que nous voulons que nos talents, Mistralia par exemple pour l'intelligence artificielle, nos entreprises de l'armement, aillent à des capitaux étrangers? Je ne suis pas sûr. Et là, pour reprendre aussi, parce que je connais le contre-argument de Zuckman qui est « Non mais, ne vous inquiétez pas, la Banque de France reprendra les titres ». Mais attendez, mais qu'est-ce que ferait la Banque de France avec des titres? Et justement, vous, que je rappelle, Ewen Hubert, que vous êtes coordinateur des Jeunes en Marche de Bretagne, par rapport aux jeunes, il y a aussi une mesure qui va aussi quand même les impacter, c'est celle de la mesure de la bourse, notamment la bourse étudiante, où notamment le gouvernement ne prévoit pas de hausse, il prévoit aussi de geler les bourses, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de hausse pour la rentrée à suivre. Que pensez-vous de cette mesure? Vous trouvez aussi qu'elle est bénéfique pour les Français, puisque je vous entends depuis tout à l'heure que vous vantez les bénéfices, mais est-ce que selon vous cette mesure est bénéfique ou bien elle impactera les jeunes au quotidien? Alors, avec les Jeunes en Marche, nous proposons un acte 2 de la réforme des bourses. Nous voulons aller plus loin dans les aides, mais également mieux cibler et aider réellement les personnes. Le sujet, parce que là, vous parlez d'un exemple type, mais en attendant, pour que les jeunes vivent mieux, nous avons agi concrètement et on n'a pas attendu les crises. On a notamment mis en place le Crous à 1 € pour les personnes boursières. Nous avons également triplé le nombre d'alternants. Et l'alternance permet à des jeunes de vivre et aussi de poursuivre leurs études malgré des cadres familiaux difficiles. Et nous avons aussi fait en sorte que les stagiaires puissent être rémunérés. Tout ça, ce sont des réussites. Et justement, vous parlez de l'alternance. Je pense que vous côtoyez des jeunes au quotidien. Cette année particulièrement, le gouvernement a mis en place une contribution financière pour les entreprises qui souhaitaient justement recruter des alternants, une contribution à hauteur de 750 € qui leur permettrait ensuite de pouvoir avoir des alternants au sein de leur entreprise. Donc comment vous pouvez dire que vous aidez les alternants, que ils arrivent à bien vivre, alors que cette contribution-là, notamment, est un barrage aux entreprises pour recruter? Il n'y a jamais aussi eu peu de recrutement cette année pour des alternants. Enfin, il n'y a jamais eu aussi peu de recrutement cette année pour des alternants, mais en attendant, on en a toujours 3 fois plus qu'avant. Donc, je veux bien qu'on prenne un élément de la courbe de l'évolution en disant finalement, par rapport à l'année précédente, on n'a pas tellement plus d'alternants, mais en attendant, l'année précédente était déjà un très bon cru. Donc mais elle ne le sera pas après, puisque vous avez mis en place une contribution de 750 € qui pénalise notamment les petites entreprises. Est-ce que vous voulez ma position là-dessus? Moi, à titre personnel, je vais vous dire, je suis contre. En attendant, il faut des économies. Et donc, il faut faire des concessions. Mais les économies, elles peuvent pas passer ailleurs. Par exemple, je sais pas, sur le train de vie des députés, sur le train de vie de tous les politiques qui composent l'Assemblée nationale, par exemple. Ça peut être aussi une solution. Pour conclure sur l'alternance d'abord, je rappelle, juste pour conclure, qu'un alternant aujourd'hui, ça coûte peanuts. Honnêtement, ça coûte pas grand-chose à l'entreprise pour la plus-value que ça rapporte. Et par rapport donc à ce que vous disiez sur le train de vie, Sébastien Lecornu a déjà fait des annonces sur le train de vie de son gouvernement. Et des gouvernements précédents d'ailleurs. Depuis 2017, nous supprimons des privilèges, on va dire ça comme ça, des anciens premiers ministres, des anciens ministres, et tout ça, ce sont des avancées. Et ça contribue à l'exemplarité
dont on parle souvent. Et en ce qui concerne le Parlement, je ne vois pas en quoi le gouvernement pourrait contraindre le gouvernement à réduire son salaire. Mais peut-être que le Parlement, et vous pourrez le poser aux députés que vous rencontrerez sur cette antenne, et vous pourrez peut-être leur demander, à nos chers amis députés, de tous bords, est-ce que vous êtes prêts à baisser vos salaires ? Et vous parlez justement de cette notion d'exemplarité, puisqu'on a appris il y a quelques jours que le Premier ministre, donc Sébastien Lecornu, avait notamment des protections pour toute sa famille, notamment des agents 24/24, 7 jours sur 7, avec des policiers en permanence. On vous parlait de renoncer à certains de ces avantages. Est-ce que vous estimez que c'est exemplaire d'avoir pour Sébastien Lecornu, toute sa famille, d'avoir notamment des policiers ou bien des agents, des chauffeurs de taxi? Est-ce que vous trouvez que ça, c'est de l'exemplarité? Alors pour les chauffeurs de taxi, c'est dans le cadre de ses fonctions. Je faisais référence à ses parents notamment. Et pour la question de la sécurité, n'oublions pas que nous sommes la France, que notre voix porte, que nous avons une influence mondiale. N'oublions pas les différents enjeux. La Chine, la Russie, nous avons également les États-Unis qui sont, disons-le tel quel, de plus en plus belliqueux. Et quand nos voisins déjà ne se privent pas, et là je pense à la Russie, mais ne se privent pas de pirater nos hôpitaux, alors il faut protéger évidemment les proches du Premier ministre. Premier ministre qui, par ailleurs, est l'ancien ministre des Armées. C'est essentiel. Un autre sujet sur lequel je voudrais vous faire réagir, une conférence notamment s'est tenue à Paris 8 le mercredi 15 octobre. Une conférence organisée par l'université a suscité une vive polémique. Lors de cet événement, des militants palestiniens ont pris la parole devant près de 250 étudiants, et l'une de ces étudiantes a qualifié l'attaque terroriste du Hamas survenue donc il y a 2 ans d'accélérateur de l'histoire. Ces propos, ils ont été dénoncés par le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui a qualifié le rassemblement de rassemblement au relent antisémite. Cet élément, cette problématique, cet événement, il met en lumière la problématique de l'antisémitisme dans le milieu universitaire. Déjà, je voudrais avoir votre réaction sur cet incident qui s'est déroulé à Paris 8. Évidemment, je condamne. Je condamne. L'antisémitisme est un fléau pour notre démocratie, pour tous les pays du monde, et pour la France en particulier. Il est essentiel, évidemment, de condamner, mais une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être pensent que ou sont en phase avec cette prise de parole, mais nous ne pouvons pas vivre dans la haine. On ne peut pas vivre dans la haine des Israéliens. On ne peut pas vivre dans la haine des Palestiniens. Aujourd'hui, la solution à 2 États est la plus préférable. Il faut que chacun puisse vivre sa vie, finalement, heureux et sans être discriminé. Sur la question de la prévention, notamment, selon vous, est-ce que les universités, est-ce qu'elles ont les moyens suffisants pour lutter justement contre l'antisémitisme et contre ces discours de haine que je vous évoquais? Quelle place, justement, doit avoir cette sensibilisation à la lutte contre l'antisémitisme dans les universités? Des moyens, il y en a. Maintenant, c'est à chaque université de jouer son rôle et de mettre en place des choses. Vous savez, moi, je ne crois pas réellement en la verticalité du pouvoir. Moi, je crois dans une forme d'horizontalité avec des professeurs, avec des enseignants-chercheurs, avec des enseignants tout court d'ailleurs, avec des directeurs d'établissements qui prennent des initiatives. Mais pas que. Je pense aussi que nous, étudiants, pouvons porter quelque chose. On peut porter une association pour lutter contre l'antisémitisme et toutes les autres formes de discrimination. On peut faire des conférences. On peut proposer aux universités d'accueillir des moments pour en parler, pour échanger. Ça peut être également des associations qui permettent d'accompagner les victimes. Parce qu'il ne faut jamais oublier les victimes. Et toutes ces choses-là sont des choses qui peuvent être très horizontales et faites avec assez peu de budget finalement. Mais avec des moyens humains. Avec des moyens humains. Et je rappelle donc, Ewen Hubert, vous êtes coordinateur des jeunes en marche de Bretagne. Je voudrais vous faire réagir justement aux municipales qui vont démarrer là dans quasiment 5 mois, le 17 mars précisément. Je sais que vous venez d'Ille-et-Vilaine, je voulais vous faire réagir à la municipale de Rennes. On a appris il y a quelques jours que Carole Grandon, de la majorité présidentielle donc, dont vous êtes issu, et Charles Compagnon du parti Horizon
allaient s'unir en vue de briguer un mandat pour la mairie de Rennes. Je voulais avoir déjà votre ressenti, votre réaction sur cette alliance qui ne s'était jamais faite jusqu'à maintenant, puisque bon, le parti Horizon est un nouveau parti, mais jusqu'à maintenant, ils faisaient chacun cavalier seul. Que pensez-vous justement de cette alliance-là? Est-ce qu'elle va vous permettre de pouvoir vous imposer à la municipalité quand on sait que à Rennes, c'est plutôt à gauche? Alors effectivement, pour redonner du contexte aux auditeurs, Carole Gandon était parti avec une liste En Marche à l'époque, et Charles Compagnon était parti avec sa propre liste. Cette union, à mon sens, est importante, est essentielle parce qu'il faut aujourd'hui proposer un projet d'alternance. Il faut proposer un projet d'alternance pour les Rennais, mais pas que, pour la Bretagne. N'oublions pas que Rennes est la capitale bretonne, et qu'à ce titre, on se doit d'avoir une capitale qui rayonne. On doit être fier de notre capitale. Et donc ce n'est pas une question d'être à droite ou à gauche. Carole Gandon, qui est d'ailleurs plutôt situé à gauche, au centre-gauche. Il y a des personnalités de gauche qui composent les équipes, et j'ai toute confiance en Charles Compagnon et Carole Gandon pour mener à bien cette campagne, et ils savent qu'ils peuvent compter sur les Jeunes en Marche. Maintenant qu'on a dit ça, Rennes n'est pas l'Ille-et-Vilaine, et Rennes n'est pas la Bretagne. Effectivement, il faut également un engagement des jeunes sur toutes les communes, et je pense notamment à la ruralité. Vous connaissez mon attachement à la ruralité, au territoire. Ce qu'il nous faut, ce sont des jeunes qui vont sur le territoire, qui aillent sur le territoire réellement, et peu importe leur bord politique. Peu importe. Qu'ils aillent sans étiquette ou avec une étiquette, ce n'est pas le problème. La question, c'est l'engagement, et je ne peux appeler que tous les jeunes à s'engager. Merci Ewen Hubert, coordinateur des Jeunes en Marche de Bretagne, d'être venu au micro de Bretagne 5. On aurait pu parler aussi encore de la ruralité du territoire, mais vous le savez, l'actualité aussi prime et le temps qui nous était donné est malheureusement terminé. Donc merci à vous d'avoir été notre invité sur Bretagne 5. Merci à vous pour votre invitation. Il est 8h44 et tout de suite, on va retrouver Cyril Clément pour la revue de presse. Bretagne 5 matin, le 7-9.